bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Et on attaque une question assez fondamentale qui est « elle est où la vérité ?» Comment on fait pour être sûr que ce qu'on raconte est vrai ? Que ce soit dans le cadre de la vulgarisation ou même dans le cadre de la recherche, souvent, il y a un travail de fond, de vérification des sources, de les recouper entre elles. Et je connais assez bien ce processus dans le cadre de sciences dites dures, entre guillemets, je mets des guillemets là-dessus. Par contre, comment ça se passe dans l'histoire, par exemple, là je sais pas. Il y a des vérités, certes, mais il y a aussi des choses qui sont difficiles à prouver de façon certaine. Alors comment on fait ? Comment on juge de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et quel est le niveau de preuve nécessaire ? Toutes ces questions, je les ai posées à Manon Bril, qui est historienne de formation, qui a une chaîne YouTube d'histoire appelée C'est une autre histoire, et sur laquelle elle s'attache à préciser à chaque fois quels sont les faits prouvés et ceux pour lesquels on manque un peu de preuves. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à Paris, début septembre 2022. Manon et moi, on se connaît depuis plusieurs années parce qu'on évolue toutes les deux dans le monde du YouTube culturel, on va dire. Mais je découvre réellement comment la recherche bibliographique, que ce soit dans le monde de la recherche ou dans le monde de la vulgarisation, comment est-ce que ça fonctionne en histoire. Et depuis cette conversation, je vous avoue que je ne regarde plus vraiment les vidéos d'histoire de la même façon. Il faut dire qu'elle nous explique tout ça en si bons termes. Comme je te disais, moi je sais faire des vidéos de vulgarisation scientifique, mais plutôt côté physique, on va dire. Ouais. Et je sais comment fonctionne la recherche et je sais quels raccourcis je fais. Tu sais, c'est très conscient mon affaire. J'ai aucune idée, quand je regarde une vidéo d'histoire, de où est-ce que toi t'as fait des raccourcis, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est de l'opinion. Donc, on va peut-être commencer d'abord avec le penchant, pas vulgarisation, mais le penchant recherche. Comment est-ce qu'on arrive à une vérité, et je mets des guillemets dans les airs, en histoire. En fait, en gros, le travail des historiens et des historiennes, c'est se poser une question. Donc, ça va être en vrai, c'est assez proche de, je sais plus quel pote de haute discipline me décrivait comme méthode, moi je trouve. Mais en gros, on va faire une espèce d'hypothèse, donc une problématique. Je vais en inventer une claquée exprès pour l'exemple, mais est-ce que la guerre des rondoudous a bien été gagnée par les rondoudous, mais peut-être que c'est les Pikachu qui, enfin tu vois, j'invente un truc claqué exprès, qui avait un rôle sous-jacent invisibilisé dessous. Ok. Donc on va aller chercher dans les sources qu'on peut avoir. Donc les sources, c'est pas les ouvrages écrits par les collègues, ça on appelle ça la bibliographie. Même si dans le langage courant tu dis ma source c'est machin, mais voilà. Mais les sources en histoire, c'est tout le matériel que tu as pour analyser surtout pour répondre. Donc c'est énormément d'archives et de sources écrites, mais ça va dépendre de ton sujet. Il y a le matériel fourni par l'archéologie, si ça se prête à ton sujet. Donc ça, c'est la recherche des petites traces physiques diverses et variées que les archéologues exhument sous terre ou autres, d'ailleurs. Il y a ça. Il y a aussi, ça évolue au fil de la discipline, les témoignages oraux, donc la mémoire, etc. D'ailleurs, ça a été très longtemps considérées comme des sources pas utilisables et donc mises de côté. Et on en est totalement revenu depuis un moment parce que, en fait, on dit, c'est pas parce que c'est oral que c'est pas utilisable. Juste, il faut appliquer dessus un regard critique particulier. Mais en fait, en vrai, tu fais ça aussi avec une source écrite. C'est pas parce que c'est écrit que c'est pas subjectif ou que c'est pas. C'est juste que c'est figé à un moment dans le temps. Là où, en effet, une parole racontée, elle va peut-être se déformer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser. Oui, voilà, et que tu ne peux pas l'analyser avec une méthodologie pour questionner qu'est-ce qui potentiellement est déformé, qu'est-ce qu'on peut garder ou non, comme tu fais pour un texte, en fait. Tu fais pareil, tu fais qu'est-ce que peut-être l'auteur, avec son prisme, il a déformé ou non. En fait, en vrai, c'est pareil. Donc, en gros, il y a ça. On a toutes les sources, donc on essaye de... pour répondre à cette hypothèse, rassembler toutes les sources. Des fois, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu travailles sur les périodes lointaines, notamment la préhistoire, c'est hyper dur. Donc là, c'est plus d'hypothèses que de réponses. Et donc, on analyse tout ça et on essaye de voir si on peut répondre à la problématique avec certitude ou non, si notre hypothèse de base, elle est validée ou pas. Et en fait, on a des surprises en analysant tout ça. On essaye de faire attention à tous les biais qu'on peut avoir et c'est ça qui fait penser à plein de gens que c'est subjectif l'histoire et en fait non, on peut pas, c'est des opinions, pas des vérités, etc. En fait, en gros, il y a des choses qu'on peut établir avec certitude parce que
il y a beaucoup de sources qui le recoupent, donc il n'y a pas de raison. En fait, ce serait incohérent ou comment dire, de l'ordre de la théorie du complot de douter qu'il y ait autant de sources différentes qui parlent de oui, Rondoudou Ier a bel et bien existé, par exemple. Mais il y a des fois où il n'y a pas beaucoup de sources, donc là, éventuellement, en gros, on a des blancs, tu vois, on a des trous à remplir, et des fois, on peut pas. Et quand on peut pas, dans ce cas, on peut proposer des hypothèses de pensée. Donc, les historiens et les historiennes disent moi, ça me paraît très cohérent que ce soit ça. Voilà, c'est mon idée. Je dis pas c'est ça qui s'est passé, mais j'imagine ce schéma-là, et puis les collègues en discutent, etc. Voilà. En fait, en gros, on dit en histoire, c'est pas parce qu'on peut pas avec certitude attester que ça s'est passé qu'on peut pas y réfléchir. Et donc, on va pas publier en disant ça s'est passé. On va dire je pense que peut-être c'est ça. Enfin, ça me paraît très cohérent. J'écarte ça parce que nana, etc. Et puis il y a un autre collègue qui répondra en disant avec l'avancée des recherches, éventuellement les nouvelles sources découvertes, etc. Viendra recouper ou proposer une hypothèse nouvelle et innovante, parce que la discipline, elle se muscle aussi au fur et à mesure, elle s'enrichit de toute la méthodologie qu'on établit au fil des siècles. Ça date du 19e siècle à peu près, l'instauration de l'histoire comme une discipline scientifique. Avant, c'est un mélange plus complexe des gens qui racontent les mémoires des puissants, en gros, ou des grands événements de leur nation, etc. C'est aussi pour ça qu'on associe ça à pas mal de subjectivité. Mais à partir du 19e siècle, il y a une méthodologie plus rationnelle qui se met en place. Néanmoins, c'est le 19e siècle, donc c'est le début de la discipline et tout. Il y a énormément de biais encore, et au fur et à mesure, depuis cette période-là, en fait, on affine nos méthodes et on déconstruit certains trucs qu'on avait estimés valides avant. Notamment, avant, on s'intéressait surtout aux grands hommes, aux grandes batailles et tout, parce qu'en fait, il y a aussi une dimension politique de faire l'histoire de la nation à une époque où la France, elle se constitue dans la forme moderne qu'elle a aujourd'hui, etc. Et donc ça, petit à petit, on commence à dire notamment, oui, mais faire pas que l'histoire des grandes batailles et des puissants ou de nos gros cerveaux, mais aussi de la vie quotidienne, c'est aussi intéressant, ça a aussi de la valeur, etc. Donc il y a ce à quoi on s'intéresse qui s'élargit de plus en plus. Comme je disais par exemple avec les sources, tu vois, les sources orales, ça allait vachement avec ça de, non mais... c'est juste des paysans qui racontent, ça n'a aucune valeur. Et en fait, on dit, si, ça a une valeur, il faut l'étudier avec beaucoup d'attention pour décortiquer ce que, encore une fois, on peut en tirer ou non, mais c'est tout aussi digne d'être étudié parce que, en fait, la petite histoire ou la micro-histoire qui est se concentrer sur des points très très précis, contrairement à la macro-histoire qui fait du très global, c'est éclairant de comment la vie quotidienne c'est à tel endroit, à tel moment. Et en fait, la vie quotidienne de Monsieur, Madame, tout le monde, c'est les 3/4, 90% de la vie en France, tu vois, bien plus que les quelques puissants, quoi. Bref, donc la discipline, elle se structure au fur et à mesure. Mais en gros, tu fais ça, tu fixes une hypothèse, tu regardes ce que tes collègues ont fait avant, bien sûr. Tu vas te positionner, toi, dessus en disant, bon, est-ce que ça, c'est nouveau? Ou, tu vois, personne n'a travaillé sur ça, tiens, il faudrait compléter. Ou alors, le dernier qui a travaillé sur ça, ou la dernière, ça commence à dater. Maintenant on regarde tel éclairage nouveau et tout, ça serait bien de revenir dessus et voilà, et ensuite on en tire si on peut des conclusions sûres, parce que oui, il y a plein de choses qu'on a établies avec certitude. Si on peut pas, on fait des hypothèses, mais on dit que c'est des hypothèses, on les tient pas pour vérité, et voilà. Du coup, les historiens et les historiennes, quand je t'entends en parler, que ça devienne des experts et des expertes des biais, en fait. Oui, alors ouais, c'est hyper important. Ça rejoint pas mal la méthodologie des sociologues aussi, où en fait de plus en plus maintenant, les gens qui écrivent, ils expriment de où ils parlent. C'est-à-dire, ils disent, moi, je suis telle catégorie sociale. Ah oui, les chercheurs font ça ça se fait de plus en plus. Parce que, en fait, c'est être conscient des biais et c'est aussi donner au lecteur ou aux lectrices un angle pour comprendre peut-être les biais que toi, t'as pas réussi à te défaire. Donc, c'est être extrêmement transparent sur ça pour qu'on puisse comprendre aussi qui s'exprime de quel endroit. En fait, on peut pas ne pas s'exprimer depuis un point de vue. Il y a pas de... en fait, ce serait illusoire et hypocrite de dire « je suis absolument objectif ou objective, je n'ai aucun biais, c'est faux », tu vois. Donc, il vaut mieux, au contraire, les afficher clairement, mais pour autant, s'efforcer de tendre vers l'objectivité quoi qu'il arrive. Donc,
de se débarrasser le plus possible de ces biais, de tendre vers l'objectivité, mais c'est hypocrite de dire moi j'aurais absolument aucun biais d'analyse. C'est impossible en fait, c'est juste humainement impossible. Il faut pas confondre en gros vérité, objectivité et malhonnêteté. C'est pas parce que il te reste des biais malgré toi, malgré tous les efforts, que t'es malhonnête et que t'as voulu déformer les sources. Écarter volontairement des sources pour raconter ce que tu veux, bon bah ça c'est malhonnête, ok. Mais par exemple, passer à côté d'une problématique parce que, je sais pas, on va prendre un truc classique, mais t'es un chercheur ou une chercheuse blanche et t'es pas concerné par ce dont tu parles, forcément, il y a des choses que tu perçois pas pareil ou que enfin voilà, t'as pas le même background culturel derrière. Donc c'est pas forcément grave, ça t'empêche pas forcément d'en parler, mais c'est juste que tu dis, moi je parle de ce point de vue-là, et au moins t'es transparent dessus, encore une fois. Comme ça, les autres en face pourront compléter, voilà. Ça, c'est une partie du biais où, alors je sais pas depuis combien de temps on est conscient de ça, mais si tu dis que les gens le font de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment une conscience de ce biais personnel. T'as aussi une notion de biais dans les sources que tu utilises, comme tu disais. Dans ce sens-là, tout à fait. Mais c'était, je voulais dire les deux sens. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis ça devient des experts du biais, parce que les chercheuses et les chercheurs prennent une source, sont sans arrêt en train de la critiquer, à dire à quel point est-ce que c'est vrai ou pas. À chaque source, il faut se demander, un texte lambda, tu vois, je sais pas moi, un texte de loi édité à tel moment et tout, il faut se demander qui a écrit ce texte, à destination de qui, et dans quel contexte. Donc une loi, la loi de Rondoudou au premier, qui a dit, ok, j'ai plus de nom de Pokémon. Les salamèches n'ont pas le droit de manger des carottes, c'est nul. Bon bref, il faut réfléchir à ok, c'est quoi le contexte. Et ben là en fait, ça fait 100 ans que les salamèches en fait, ils sont opprimés par les rondoudous, que eux ils ont développé leur commerce de carottes et qu'ils s'en sortent comme ça dans la société. Donc faut considérer tout ça, tu vois. Et il faut se dire ok, c'est des rondoudous à destination de qui, à quel endroit aussi géographique ça se passe. C'est un endroit où il y a beaucoup de salamèches, donc enfin tu vois. Faut se poser toutes ces questions quand t'analyses un texte, et faut si possible le mettre en comparaison avec d'autres sources ou éléments qui se passent à ce moment-là, pour voir que donc t'as le texte de loi édité par les rondoudous, et dans la presse pro salamèche t'as des articles qui donnent le contre-pied et qui expliquent pourquoi c'est une loi oppressive, enfin tu vois, bref. Donc il faut essayer en permanence se demander qui écrit pourquoi, à destination de qui, et à quel moment, à quel endroit. Tu disais au tout début que y avait une différence entre les sources que tu utilises ou que les chercheurs utilisent, chercheurs et chercheuses, et le travail des collègues, la bibliographie. Mais quand est-ce que c'est de l'histoire et quand est-ce que ça devient des collègues ? Alors oui, au bout d'un moment, bonne question. Là, les frontières, elles sont plus... En fait, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, on considère que le travail, il est trop périmé, entre guillemets. Il est trop vieux, genre vraiment Hérodote, historien de l'Antiquité. C'est pas un collègue là maintenant, tu vois. C'est une source de l'époque à analyser, etc. Mais je pense qu'il y a des passages où c'est pas... Enfin, il y a certains siècles où c'est pas une catégorie super tranchée non plus, tu vois, c'est une frontière poreuse quand on travaille sur, en effet, un ouvrage d'historien du 19e siècle, on peut se demander si on l'utilise comme une source ou comme un livre de collègue, mais en fait, de toute façon, on en vient au même travail qui est de se demander pourquoi il a écrit ça à ce moment-là, etc. Comme tu vas faire, en fait, en vrai aussi avec les travaux de tes collègues d'il y a 10 ans, tu vois, 20 ans. Tu vas te dire, oui, mais parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le bouquin de machin qui était sorti, donc il parle de ça, mais depuis, enfin, tu vois. En vrai, c'est des mots de vocabulaire pour juste faciliter, savoir de quoi on parle. Quand je dis mes sources, c'est ça. Est-ce que je suis en train de parler des livres que j'ai lus pour ma biblio, pour ma culture historique, justement comprendre le contexte qui entoure, donc mes pairs, ou les archives du 19e siècle que je dépouillais. Mais il y a des moments où ça peut être dans les deux catégories et tout. Mais en gros, il y a dans quel contexte historiographique, donc l'historiographie, c'est la bibliographie c'est la connaissance historique que tes collègues ont établie. Et toi, tu dois t'inscrire là-dedans pour que ta recherche, elle ait un sens. Il faut que tu, comme je disais, que tu répondes à une nouvelle question ou que tu renouvelles quelque chose qui a été fait. Donc ça, c'est la bibliographie et tu t'inscris là-dedans. Et après, les sources historiques, c'est qu'est-ce qui répond à ton sujet. Mais des fois, il y a des trucs hyper méta, évidemment, si tu fais de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'histoire. Donc, ouais. Du coup, être historien ou historienne, parce que
quand tu as des sources à analyser, tu as des sources archéologiques, tu as des sources orales, tu as des sources écrites, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi être linguiste et puis archéologue? Est-ce que... Ça veut dire que tu dois souvent te nourrir des travaux des linguistes et des suivant ton sujet. Moi, par exemple, je suis historienne et pas historienne de l'art, mais j'ai travaillé sur les images et du coup, j'ai utilisé beaucoup de travaux d'histoire de l'art. Mais c'est juste que c'est pas les mêmes questions posées, en gros. Moi, par exemple, je me suis pas du tout intéressée à la dimension artistique des images que j'étudiais. Est-ce qu'elles avaient une valeur artistique ou non? Mais j'avais besoin de lire les livres d'histoire de l'art qui parlaient de ces périodes-là pour comprendre pourquoi... moi, je travaillais plutôt sur l'histoire des idées, c'est-à-dire quelle symbolique, avec cette image-là, l'artiste, il a voulu représenter. Mais du coup, j'ai besoin de lire sur c'est quoi le courant historique, le courant artistique à l'époque, pourquoi il utilise cette façon-là de peindre, machin. Mais par contre, est-ce que c'est une œuvre d'art notable ou non? Ça m'intéresse pas en tant qu'historienne. Mais du coup, voilà, t'es obligé de t'alimenter des travaux des autres. Et en vrai, c'est parfois un problème parce que trop cloisonné les disciplines, toi-même, tu sais. Ah ouais. Y a même des passerelles sciences, on va dire, dures et sciences molles qui sont hyper intéressantes et qui sont difficiles à faire à cause des cultures universitaires, tu vois. Mais il y a des trucs, notamment en archéologie, où tu as besoin d'un accélérateur de particules pour dater ta momie. J'ai rencontré quelqu'un de ma famille il n'y a pas très longtemps. Je fais un petit coucou à Camille qui travaille sur ça, mais tu vois, elle me dit, son sujet de thèse en archéo, c'était analyser des momies animales, et du coup, elle était dans un labo où... il y avait un accélérateur de particules, donc estampillé plutôt sciences dures, alors qu'elle doit faire la passerelle avec... ses résultats vont servir aux sciences humaines. Enfin, en vrai, ces catégories, elles sont souvent artificielles, mais le problème, c'est que ça cause des fois des cloisonnements qui empêchent... en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de lire un truc de je sais pas quoi et de me dire « Putain, mais c'est trop dommage que cette personne n'ait pas lu... l'ouvrage d'histoire de référence sur ça, parce que là, ça donnerait un éclairage indispensable, et du coup, elle passe à côté de tel truc parce qu'elle a creusé que dans sa propre discipline. J'ai pas d'exemple en tête à te donner, mais tu vois. Et inversement, il y a des fois, on m'a dit « Ah ouais, mais t'as pas lu ce truc de socio là ?» Mais là, ça aurait été trop éclairant pour tel mécanisme sociétal, même si c'était, toi, tu l'étudies il y a 200 ans, mais, tu vois. Donc ça, le cloisonnement des... ça viendra. Est-ce que vous avez... Parce que nous, on parle beaucoup de seuil statistique. On parle beaucoup en tout cas, d'une quantité de preuves. Est-ce qu'il y a un niveau de preuve où c'est bon ou non, pas tant. C'est quelque chose que vous avez quantifié, genre quand il y a 30 preuves, c'est bon, un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est plus que tu vas dire quand tu as ton P qui est à moins de 0,05%, moins de 5%, dans ce cas-là, c'est bon, c'est considéré comme statistiquement significatif, donc on peut considérer que cette technique fonctionne. Non, on n'a pas des choses comme ça, on n'a pas genre un truc chiffré avec une échelle chiffrée précise de bon là il y a 10 sources qui parlent de Jules César, donc c'est bon, il a existé. Non, c'est plutôt ça va plutôt être dans le banc, là on a ces 4 sources mais elles sont un peu discutables, donc on sait pas trop et tout. C'est sur la qualité des sources aussi. Ouais, il y a ça aussi, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que tu pourras en avoir qu'une, mais être sûr et certain que cette source elle est fiable, parce qu'en fait dans cet ouvrage antique, l'auteur il a aussi parlé de tel truc et on sait pour d'autres raisons, cet autre sujet qu'il en a parlé de manière extrêmement fiable. Donc on sait que cet auteur-là, a priori, il y a peu de raisons de douter de l'ensemble de son ouvrage, parce que sa méthodologie à l'époque fait que, tu vois. Donc tu peux pas juste purement avoir un nombre de... Et à l'inverse, tu pourras avoir 25 sources qui en parlent, mais qui sont à chier, et qui sont toutes déformées, qui par exemple proviennent toutes de la même source de base complètement déformée. Donc voilà, t'as pas... Donc c'est plus un accord entre historiens et historiennes que, ok, là on est tous d'accord pour dire qu'on a assez de preuves. Ouais, c'est ça. C'est plutôt un consensus de collègues, et c'est la validité des sources dont tu disposes. Le fait qu'il y en ait beaucoup, en général, c'est quand même un critère. Mais encore une fois, si tu les analyses toutes une par une et que tu te rends compte qu'il y en a aucune qui est valable, du coup ça tient pas, quoi. Et si t'en as 3 qui sont super carrés pour X raison, en fait, c'est juste que on pourra toujours se dire, si on est complotiste, mais peut-être que vraiment ça a été complètement inventé et que, tu vois, en fait, tu tombes dans la théorie du complot. Dans ce cas, c'est juste rationnellement parlant, il n'y a pas de raison de douter de tel truc ou tel truc. Là, on a plus de doutes parce que ça, c'est très subjectif, blablabla, où on n'a aucune source. Souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a des textes, on ne sait même pas qui les a écrits, par exemple.
Donc là, tu vois, alors c'est là aussi où les linguistes, ils vont entrer en jeu et dire, ça se voit que c'est un texte complètement recoupé, tu sais, avec les moines copistes notamment, il y a plein d'ajouts, et les linguistes, ils sont capables de dire, ça c'est du vocabulaire de tel siècle, ça de tel siècle, donc là, il y a un ajout bien plus récent, etc. Donc cette source, attention, parce que, tu vois, ce genre de choses. Mais bref, donc ça tient plus pour X critères précis, et l'ensemble, enfin, la majorité, très grande majorité, parce qu'il y a toujours quelques hurluberlus, de tes collègues disent que c'est fiable, ça fait consensus maintenant, voilà. Ouais, ok. Mais après, je te demande la différence, mais je pense pas que la méthode scientifique soit parfaite non plus d'un autre côté. Oui. Hein. Ce seuil statistique dont je te parle, quand on étudie dans ces sciences-là, on a toujours un moment où on dit, mais pourquoi est-ce que c'est cette valeur-là ? Déjà, pourquoi ça n'avait pas une autre et pas une autre ? Parce que si je suis juste au-dessus ou juste en dessous, qu'est-ce que ça change à la qualité de ma recherche ? J'avais demandé à mon prof de stats. C'est un peu rigide, du coup. À mon prof de stats, et puis il a dit, c'est arbitraire. Ouais. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il faut mettre un seuil. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre un seuil. Ouais. Donc, ça veut dire que quand tu as des résultats qui sont autour de cette valeur-là, t'es un peu... J'ai pas le droit de dire que c'est statistiquement significatif, mais quand même, c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. D'autres méthodes. Est-ce que vous avez parce que moi, quand je fais des recherches, je vais sur Google Scholar et puis j'ai mes méthodes. Est-ce que vous aussi, c'est Google Scholar ? Moi, j'y vais pas, mais je pourrais. Mais je vais plutôt sur Open Edition. Attends, faut que je précise. Google Scholar, c'est le moteur de recherche des chercheurs. Parce que là, ouais, tout à fait. Donc, comment est-ce que vous cherchez, grosso modo ? Donc, moi, je vais sur le site Open Edition. Et dessus, ça répertorie toutes les publications, les colloques, les revues, ouvrages et tout en sciences humaines et sociales. Donc, tu vois déjà ce qui existe, et il y a aussi pas mal de trucs en accès libre dessus. Donc moi je fouille là-dedans, et puis souvent moi je commence aussi par regarder ce que Wikipédia a mis pour voir ce qu'il y a comme source en bas, tu vois, et fouiner un peu là-dedans et tout, parce qu'en vrai avec le temps, enfin sauf quand c'est un sujet un peu niche, mais avec le temps c'est vraiment devenu un endroit, enfin je sais qu'il y a des années on disait oh là là surtout pas, mais maintenant ils sont au taquet, la commu, et d'ailleurs, les historiens et les historiennes y participent aussi, donc c'est assez enrichi. Donc si t'as un sujet très, 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 commun, genre la Première Guerre mondiale, tu peux être sûr que la page, elle est d'actualité. Enfin, tu vois, donc je regarde les sources qu'il y a dedans en bas. Mais est-ce qu'il y a une page sur Roudoudou et voilà, premier sur un truc comme ça, aussi précis, en effet, là, je vais me dire, bon, pas sûr que... Enfin, je vais regarder ce qu'il y a dessus, puisqu'après tout, autant aller voir. Mais ça m'est arrivé quelques fois, après des recherches pour une vidéo, d'aller compléter. Notamment, je me souviens d'un truc sur les enfants sauvages où, en fait, en voyant en ligne tout un colloque de l'ENS sur le sujet avec plein de spécialistes de disciplines différentes, justement, c'était hyper interdisciplinaire. La source qui servait de source à l'article, et je crois même qu'il avait été écrit par la personne de cette source, en fait, c'était la source que tout le colloque disait, bon, ça, c'est dépassé et tout, donc j'ai complété, tu vois. Ouais. Mais justement, en fait, le truc, il est tout le temps approvisionné quand même et suivi. Donc ça vaut le coup de regarder, d'ailleurs, même pour... toi éventuellement compléter si tu vois que c'est pas à jour, comme ça sert à tout le monde. Il y a une interface aussi qui s'appelle Percé, mais c'est des ouvrages assez vieux maintenant, mais des fois, en fait, la dernière publie, elle date des années 80, tu vois, enfin, sur le sujet. Ouais. Donc, justement, rien que pour savoir où on en est de ça, il faut aller voir, même si ça fait très longtemps. Donc, en effet, là, tu vas te dire, la recherche, elle a évolué depuis. Mais plus personne n'a rien fait depuis les années 80 dessus, donc c'est là que tu trouves et machin. Et je regarde dans le site des BU de France aussi, avec les mots-clés, qu'est-ce qui sort comme ouvrage. Est-ce que ça veut dire que toutes tes recherches, tu les fais en français ? Oui, par contre, principalement. Ah ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a assez de collègues francophones pour que tu aies assez de sources, ou est-ce que c'est parce que c'est la langue de cette science-là ? Donc là, je parle de mon sujet en particulier, parce que pour le reste, pas forcément. Mais c'est surtout parce que moi, j'ai travaillé sur la France, donc du coup, il y avait beaucoup de littérature française dessus. Et en plus... ma discipline, ça s'appelle la réception de l'Antiquité. Donc, en gros, c'est comment l'Antiquité est réappropriée, réutilisée dans d'autres périodes de l'histoire. Et il y a plusieurs labos assez importants en France qui sont spécialisés dans ça. Mais il y a aussi les collègues américains qui font pas mal de trucs, et anglais. Donc, je me suis aussi servi de ça pour certains trucs, mais principalement des sources françaises, parce qu'il y a déjà énormément de choses en France sur l'histoire du 19e siècle, en gros. Moi, j'ai travaillé sur l'Antiquité au 19e siècle. Mais en effet, pour d'autres sujets, ça peut être
ça peut être bien. Enfin, des fois, malheureusement, ça n'a pas été traduit. Et en plus, en sciences de l'Antiquité, et ça, c'était une des difficultés pour moi, c'est que les Allemands sont très bons. Donc, il y a énormément de publications en allemand et elles n'ont pas toujours été traduites. Et là, quand c'est pas traduit, moi, je peux juste pas le lire, en fait. Je parle pas allemand. Donc, des fois, je me heurte à des trucs comme ça, ouais. Donc, c'est peut-être un petit peu moins universel dans ton domaine que l'anglais, ce soit la langue de diffusion? Ah ouais, non, nous, on publie en français. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Toi, et c'est aussi un problème. Tout ce que tu as publié, c'est en français? J'ai fait un colloque en anglais une fois, mais oui, non, sinon que du français, ouais. Moi, la seule chose qui est en français, c'est une partie de ma thèse. Ouais. Même pas toute ma thèse. Oh là là, c'est tellement intense à chaque fois qu'il faut lire en anglais. Tout le vocabulaire et tout. En vrai, c'est quand même un problème. Ça compte, ça... En fait, je pense que c'est plus question de culture universitaire, encore une fois, et disciplinaire. Et du coup, on est toujours dans ce truc du cloisonnement des disciplines qui se parlent pas ou des cultures, des recherches qui se parlent pas alors qu'elles devraient, quoi. Ça, c'est un problème. Après, c'est une autre grande question, parce que est-ce que la recherche devrait pas exister dans la langue où on l'a fait aussi, ou est-ce qu'elle devrait exister dans les deux? Dans ce cas-là, c'est tout un autre travail qui doit être mis en place. Mais carrément. Oui, voilà, après on arrive dans la limite des moyens, dans la limite du temps et tout, mais c'est vrai qu'en histoire, on a moins... Enfin, ça dépend de l'histoire de... Quel est ton sujet aussi. Mais moi, j'ai une amie qui travaille sur les réfugiés juifs au Canada. Ces sources, elles étaient beaucoup plus anglophones, quoi. Bien sûr. Ouais. On parle de vulgarisation maintenant? Ouais. Donc toi, maintenant, tu as ta vision de vulgarisatrice. Est-ce que tu essaies de garder un lien avec le monde de la recherche? Ouais, régulièrement, je sollicite des historiens ou certains viennent me chercher. Cette année, j'ai fait une vidéo qui... résumé, enfin en gros même c'était à peine résumé parce que l'ouvrage est petit, mais transmettait au grand public un ouvrage collectif d'historiens qui expliquait comment Zemmour détournait l'histoire et tout, et c'est eux qui sont venus me chercher par exemple. D'ailleurs c'est couillu de faire ce genre de vidéo. En fait, tu sais, oui et non, enfin je sais pas comment dire, c'était un ouvrage avec 16, je crois qu'ils sont 16 ou 17 historiens, historiennes. En vrai je me mouille pas, enfin je dis juste... c'est même pas moi, enfin tu vois, c'est eux, c'est un groupe de spécialistes de leur domaine. En gros, ceux qui nous crachent dessus, c'est des fachos point barre, quoi, qui veulent pas entendre. Mais eux, ils m'intéressent pas, enfin je m'en fiche, tu vois. Tant pis pour eux, quoi. Mais non, en fait, en vrai, c'était pas trop une prise de risque. J'ai juste fait un résumé de c'est eux qui disent ça, regardez, voilà, donc ouais, non. Enfin oui, juste que voilà, tes commentaires. Les commentaires sont enflammés, mais c'est marrant parce que je discutais avec l'un d'entre eux qui a participé à un autre ouvrage collectif qui démonte cette fois le Puy du Fou et qui montre comment c'est de la propagande extrême droite aussi et tout. Ah ouais. Et là, ils se sont fait beaucoup plus attaquer. Il m'a dit que pour le livre de Zemmour sur les réseaux sociaux et tout, parce que les gens étaient un peu plus sur le ton de ça va, vous allez attaquer le parc Astérix la prochaine fois ou quoi? Et il disait mais non, pas du tout. Enfin ouais, c'était hyper intéressant. Il m'a dit on a été beaucoup plus secoués à la sortie de ce livre-là que avec celui sur Réponse à Zemmour. Ouais. Même si ils étaient là, les fachos, hein. Ils étaient pas contents, mais bon, encore une fois, ceux-là, enfin voilà quoi. C'est bon, là on parle d'idéologie et pas de méthode historique, même s'il y a des gens qui ont essayé de faire de la pseudo-histoire pour nous répondre, tu vois, mais bref, ils sont ridicules, ouais. Et donc pourquoi est-ce que tu essaies de garder ce lien avec l'académique? Parce que du coup c'est enrichissant, c'est chouette pour régulièrement, si j'ai le ou la spécialiste du sujet que j'ai envie de traiter en vidéo, c'est bien mieux. Sinon, je travaille avec quand même un recherchiste qui est super, Vincent, qui est agrégé d'histoire. Et du coup, comme il est agrégé, ça veut dire qu'il a réussi il a des capacités d'avaler énormément de trucs. Donc, c'est une bête à concours, un minimum, vu que l'agrégation, c'est difficile. Et puis, ça veut aussi dire qu'il enseigne dans le secondaire. Donc, il a des super capacités de vulgarisation. Les profs, ils sont des bons vulgarisateurs, vu que... Secondaire, c'est lycée, c'est ça? Secondaire, c'est lycée, ouais. Okay. Mais bref, en tout cas, il enseigne... Enfin, c'est collège, lycée et prépa. Donc, il enseigne à un public jeune. Donc, il sait bien faire et à la fois les synthèses et à la fois bachoter plein de gros livres d'histoire technique et tout. Donc c'est trop bien parce que ça me fait un généraliste pour des sujets régulièrement. Je lui dis, je veux répondre à ça.
cherche s'il te plaît. Et de temps en temps, c'est super aussi si j'ai le ou la spécialiste de tel sujet. Par exemple, justement, là, comme l'exemple du livre pour Zemmour, en fait, vraiment, j'ai juste redonné ce que eux ils avaient écrit et ils sont en interview dans la vidéo. Et plus tard, j'ai été contactée pour faire avec un groupe de musée un sujet sur la guerre. Et comme dans ce groupe-là, il y avait un spécialiste d'une mutinerie qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, tu vois, je l'ai recontacté vu que j'avais son contact en disant hey, tu veux bien me faire la doc? C'était un travail rémunéré à chaque fois, bien sûr. Mais voilà, c'est trop bien si tu peux avoir sous le coup de... Des fois, ils sont pas accessibles ou ils répondent pas ou ils ont autre chose à faire et tout, ou tout simplement tu les connais pas. Mais de temps en temps, avoir le ou la spécialiste qui a sorti un truc récent, c'est trop bien, quoi. Quand tu fais ton travail de vulgarisation, tu utilises les méthodes que tu utilisais quand tu faisais la recherche, finalement. Ouais. Ce qui est probablement pas le cas de toutes les personnes qui vulgarisent en histoire, j'imagine. Ou est-ce que c'est un peu obligé? Écoute, les autres, je sais pas ce qu'ils font, mais oui, sinon, moi, c'était la même méthode. Je lisais plein de trucs et je faisais un entonnoir. Mais maintenant, je délègue mes recherches de plus en plus parce que, en fait, j'ai plus le temps. Malheureusement, c'est si long. Enfin bref, voilà. C'est long les recherches. C'est ce qui prend le plus de temps en fait. Ouais. Donc c'est très très long et puis j'ai énormément de charge mentale de plein de trucs, donc j'ai besoin d'avoir ma tête qui repose un peu. Mais sinon oui, de temps en temps, c'est moi qui en fais un. Bref, enfin c'est moi qui fais la doc. Oui, tu fais pas plus rien. Là. non, je fais pas du tout plus rien. Mais en fait non, mais ça me dérange pas en fait que ce soit pas moi qui soit à l'origine de toutes les. Au début j'avais un peu du mal à me dire je vais lâcher ça comme si c'était moins noble, c'est débile. Juste, il y a des gens qui ont bien fait ce travail-là, point barre. Et moi, mon travail maintenant, c'est de traduire la synthèse qu'ils ont fait avec un style qui me plaît, accessible, etc. Tu vois, c'est ça mon travail aussi, quoi. Et comme de toute façon, je suis pas spécialiste de ces sujets-là, je veux dire, quand c'est mon propre sujet, ok, mais là... c'est quelqu'un d'autre qui a fait la doc, tu vois. Mais bref, mais sinon, ouais, même façon de faire. En gros, je regarde c'est quoi les ouvrages de référence sur la question, est-ce qu'ils ont été discutés par les collègues. Régulièrement, il y a un ouvrage qui sort et puis en fait, il y a la communauté historienne qui fait « Ah ouais, bof, pour telle raison. » Donc si c'est le cas, j'essaye de parler de pourquoi ça fait débat. C'est ça, tu viens amener de la nuance. Ouais, ouais, carrément. C'est quelque chose d'ailleurs que je trouve que tu fais particulièrement bien, de... dire où est le consensus, puis quand est-ce qu'il y a de la nuance et quand est-ce que ce qu'on retrouve pas partout ou en tout cas le minimum c'est de dire bon, eux dans ce livre-là ils disent ça, voilà, minimum. Et si tu vois que le livre il est très critiqué et tout, là par exemple j'ai un script qui arrive sur les femmes préhistoriques. Il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Lady Sapiens, qui fait beaucoup de débats, n'est-ce pas? Et du coup j'ai fait un entonnoir des pour et des contre et de pourquoi pour essayer d'en dégager ce qui fait consensus entre les détracteurs du livre et ce qu'il y a dans le livre. Il y a quand même des choses sur lesquelles les gens ont dit ça oui d'accord, et voilà, et le reste je dis ça dans le livre ils disent ça mais en face ça répond ça. J'ai aussi eu quand même la réponse des gens du livre, etc. Donc voilà, je dis les éléments c'est ça. Moi je suis pas archéologue ou préhistorienne, mais sachez que le débat il est celui-là. Là, tu m'as tellement teasé, j'ai envie de savoir, parce que est-ce que tu peux résumer ce que c'est la problématique autour de Lady Sapiens? Alors, la problématique autour de Lady Sapiens, c'est de dire pendant très longtemps, la recherche en archéologie, elle a été assez sexiste, avec les œillères du 19e siècle, et justement un biais qui n'était pas du tout conscientisé par les spécialistes à l'époque, quand ils ont commencé encore une fois, pareil, à structurer la discipline de l'archéologie. Les gens, à cette époque-là, ils vivaient dans une société hyper patriarcale et en tout cas qui n'était pas dénoncée du tout comme aujourd'hui. On peut pas dire qu'on soit sorti de la société patriarcale, mais en tout cas, on en parle, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Et du coup, ça créait des trucs du genre, j'avais déjà fait une première vidéo sur ça avec une thèse trop bien qui reprenait tout ça. Ça a créé des trucs du genre, quand on trouvait un squelette d'humain préhistorique, on faisait « Oh là là, il y a plein d'attributs riches et précieux, ça doit être un chef ». Et en fait, plus tard, on peut refaire des analyses un peu plus poussées, ADN ou des os ou de machin, et on fait « Ah, en fait, c'est une femme ». Et en fait, on se rend compte que juste de base, on avait supposé que c'était un chef, parce que, juste, en fait, à cette époque-là, c'est même pas qu'on veut pas que ça soit une femme ou quoi, c'est juste que même pas on y a pensé, tu vois. Bref, ça c'est un biais, tu vois, c'est pas forcément mal intentionné d'ailleurs, c'est juste ça vient même pas à l'idée des gens que peut-être... Encore une fois, c'est pas une question de malhonnêteté, c'est une question de déclarer ses biais, je vis dans telle société, etc. Et du coup, à l'époque, on se pose même pas la question jusqu'à ce que des fois on fasse « Ah mais il y a un fœtus dans le ventre de ce chef, merde !» Donc ça doit être un chef. Enfin voilà, et du coup, Lady Sapiens... le collectif d'archéologues qui a bossé dessus disent on va essayer de faire un peu
une publication avec un peu plus des choses un peu plus mises à jour, mise à jour, ouais. Comme en archéologie, on dit mis au jour quand tu exhumes les trucs. À chaque fois, je me concentre pour pas me tromper. Donc, avec les recherches un peu plus mises à jour de ce qui s'est fait sur ça et pour avoir pour casser les énormes stéréotypes qu'il y a sur les femmes préhistoriques. Parce que même si, en vrai, ça fait longtemps que les archéologues, ils savent qu'ils avaient ces biais et qu'ils ont produit des recherches autres, dans les images du grand public, par contre... Ouais, ça n'a pas changé. Voilà, ça bouge très lentement, voire on le sait pas trop. Donc, à la base, il y a eu un documentaire qui a été fait sur Arte, puis là, il y a le livre qui sort tiré du documentaire et enrichi de recherches, etc. Et il se trouve que ce livre, tout comme le documentaire d'ailleurs, ils ont été critiqués par certains aspects, mais que moi je trouve discutable aussi pour certains. Enfin bref, après on rentre un peu dans les détails compliqués que j'ai pas forcément tous en tête et que je vais essayer de mettre dans la vidéo. Mais notamment, ça dit mais non, c'est pas possible que les femmes elles chassent, il est question de ça, parce que blablabla, etc. Et en fait, les chercheurs... Ça, c'est la thèse de Lady Sapiens ou pas la thèse de... Alors en fait, c'est ça qui est plus compliqué, c'est que le livre de Lady Sapiens, il dit pas c'est sûr les femmes elles chassent, il dit alors à cet endroit-là, vu ces études-là, en effet non. Mais on sait que parce que ça se nourrit beaucoup de l'ethnologie, la préhistoire, la science de la préhistoire aussi lointaine. En gros, ça dit on sait par l'ethnologie qu'il y a des endroits où oui, les femmes elles chassaient ou elles ont chassé ou machin. Donc on peut pas dire de base que c'est sûr que nulle part les femmes elles ont chassé. Regardez, ça existe là. Et en face, ils répondent non, mais là, vous prenez un micro-exemple pour en conclure que les femmes, elles ont chassé. Et dans le livre, en vérité, ils disent pas c'est sûr, elles ont chassé. Ils disent juste peut-être on pourrait ne pas de base assumer réduire, Enfin, elles disent à cet endroit-là, vu les études, en effet, non. Genre en Europe occidentale. Enfin, en plus, c'est pas juste chasser, c'est chasser avec des armes de jet, etc. Mais elles disent peut-être que les femmes, elles ont quand même participé, par exemple, à chasser d'une autre façon, c'est-à-dire poser des pièges, rabattre les animaux. Enfin, tu vois, la chasse aussi, qu'est-ce que c'est la chasse ? Parce qu'on s'est concentré que sur les trucs de gros bourrins, parce que comme d'hab, c'est ça qui est valorisé et vu comme. Mais en fait, bon, voilà. Et en fait, elles ont souvent dit, peut-être qu'on ne devrait pas faire la conclusion trop hâtivement et laisser ouvert. Et ça a été pris régulièrement comme, vous avez dit qu'elle chassait ! Mais non, c'est pas ça qu'on a dit. On a juste dit, et regardez comme vous êtes épidermique, comme par hasard, sur ce sujet. Enfin, bref. Et il y a d'autres trucs où ils disent, là, vous avez mis en avant cette étude-là, et quand même, elle est vraiment pas très fiable. Et où, en effet, tu te dis dans le livre, bon, il la mentionne, mais peut-être qu'il aurait fallu un peu plus désamorcer, dire, bon, ça existe, mais quand même, ça a été beaucoup discuté, un peu plus. C'est pas, le problème n'est pas plus au niveau du documentaire, où il y a peut-être eu plus de raccourcis simplement parce que c'est plus court. Alors ça, je sais plus te dire. Honnêtement, c'est un peu loin dans ma tête maintenant, mais peut-être. Parce qu'il me semblait que les critiques que j'avais vues étaient plus sur la version vidéo que la version livre. Peut-être. Mais je peux me tromper. Peut-être, mais du coup, je me suis concentrée surtout sur le livre, vu que c'est ça que j'ai utilisé. Mais justement, ça pose la question des raccourcis quand fait en vulgarisation. Et en plus, c'est vrai que sur un documentaire, c'est assez compliqué parce que comme tu crées une image, quand bien même tu dis, encore une fois, ceci est une hypothèse et en fait, tu imprègnes une image quand même dans la tête des gens. C'est compliqué. Mais en même temps, comment on fait si on peut pas faire d'image ? Parce que, oh là là, Et justement, la vidéo, elle parle de ça parce que c'est la vidéo que je prépare, c'est une vidéo que je fais en collaboration avec un étudiant en école scientifique, qui vient de terminer son cursus d'ailleurs. C'est quoi une école scientifique ? Un étudiant en école scientifique. Un étudiant en illustration scientifique. Ah, d'accord. Qui est à l'école Estienne. J'ai compressé les deux trucs. Qui vient de terminer, donc Milo Laville. Et donc, en fait, la vidéo, elle commence par l'autre jour, pour faire une vidéo, je voulais illustrer avec des images de femmes préhistoriques. Et en fait, pour trouver des images de femmes préhistoriques un peu fiables, sur Google Images, il y a ça. Il y en a 4, là, du CNRS. Et après, il y a, tu sais, les femmes hyper érotisées, hyper sexy, tirées par les cheveux par terre, les films, la culture pop. La famille Pierre à Feu. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, je suis mince et tout, c'est chiant parce que je peux pas illustrer ma vidéo. Donc, avec Milo, on va faire une image fiable pour en avoir une de plus dans la base de données. Et en fait, du coup, on se heurte à tous les problèmes de comment on fait. Et justement, c'est une vidéo un peu méta aussi. C'est intéressant comme format. Et du coup, on se heurte sur... en fait, on a fait exprès de construire le truc sur... Bon, alors, on va se dire à tel endroit, telle période déjà, et on est obligé de fixer ça parce que la préhistoire, c'est... Oh ouais.
des milliers d'années sur toute la planète, donc ça veut rien dire une femme à tel endroit et enfin bref. Donc on dit à tel endroit, à tel moment, probablement elle doit être un peu c'est plus, les gens ils sont plus carrés mastoc qu'aujourd'hui, donc elle doit être assez grande, elle doit avoir apparemment plutôt les yeux bleus mais la peau foncée, les cheveux crépus, etc. Donc on fait un truc robot, peut-être qu'elle chasse, en fait non, la recherche dit c'est plus compliqué, bon ok, on lui met pas un truc alors. Et bref, et à la fin on en sort une image et on fait, en fait, en vrai, une seule image de femme préhistorique pour toutes les femmes préhistoriques, c'est une erreur entre guillemets, mais aussi si on veut faire une image, on n'a pas le choix faire des choix. Et bref, donc on finit avec plein de portraits de plein de femmes pour essayer de garder cette idée de attention, c'est un exemple précis. Il peut avoir existé, donc il est valide, mais c'est pas juste ça la femme préhistorique en fait, parce que comme aujourd'hui il y a 1 milliard de gens différents. Représenter la femme de 2022 c'est un peu compliqué, mais quoi. C'est des questions super compliquées de comment on fait pour surtout à des périodes comme ça où il y a très peu de représentation. Il y a quelques statuettes et dessins et tout, ok, il y a évidemment pas de photos, donc comment on fait pour se créer des images sans trop se faire des biais? En fait, on n'a pas trop le choix, on est obligé de se faire des images qui t'imprègnent et tout. Et après, il faudrait en produire plein pour qu'on arrive à avoir la diversité en tête, tu vois, mais c'est complexe. Ouais, et puis le raccourci est un peu... En fait, c'est difficile d'apporter de la nuance sans être un peu chiant. Oui, ou trop long, ou machin. Ouais. Mais bon, ça, tu vois, sur ce fameux truc de... Tu sais, la vulgarisation, ça appauvrit la recherche et le propos parce qu'on fait des raccourcis. Qui dit ça ? Personne ne dit ça dans les universités, vraiment. Donc c'est vrai qu'on entend souvent ça, par exemple pour ma thèse en 180 secondes, on a entendu « Oh là là, mais comment ça, réduire ton travail à 3 minutes, etc. » Et en fait, je trouve ça débile comme argument, parce que vraiment, tu passes ton temps, quand tu fais de la recherche, à faire des choix et couper des trucs. Quand tu fais un article de 20 pages, point barre, parce que la revue, elle exige 20 pages, pas plus, tu fais des choix. Quand tu fais une présentation 20 pages, c'est standard ça en histoire? Ouais, nous on peut avoir ça. C'est vrai qu'on fait des plus gros, mais ou même si on te dit 10 ou machin. Quand tu fais une présentation de 20 minutes point barre, tu fais des choix. Bien sûr. Tu le fais tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas différent. Juste plus drastique, ouais. Oui, voilà. Oui, donc éventuellement t'as plus ou moins de temps, mais c'est pas différent de. Enfin, c'est pareil, c'est faire des choix et éventuellement avoir un peu moins de vocabulaire technique parce que tu parles pas à tes pairs. Ok. Mais tu vois, pour moi, c'est le même procédé. Je comprends pas qu'on râle, qu'on n'ait pas tout dit. Jamais tu dis tout. Non, je pense qu'en tout cas, une critique que j'entends plus que le manque d'exhaustivité, c'est plus de dire, pour passer de tel point à tel point, tu vas trop vite. Tu sais, comme ta vidéo, par exemple, sur l'origine du patriarcat. Oui. Tu dis, c'est la propriété privée égale patriarcat. C'est sûr que c'est le raccourci, c'est ça le message de ta vidéo, est hyper rapide. Ouais, carrément. Mais oui, en fait, on n'a pas trop le choix. Enfin, sinon on fait rien. Ouais. Et surtout, encore une fois, notamment cette vidéo, elle a été critiquée parce que les gens m'ont dit non mais c'est n'importe quoi ce que vous dites et tout, c'est juste le contenu d'une chercheuse au CNRS qu'on a eu en interview. Moi je dis rien, mais je suis personne pour estimer qu'elle dit de la merde. Ok. Il aurait peut-être fallu que tu mettes le tampon. C'est ça, je trouve, mais on le dit à la fin et tout. Ouais. Bon, ok, donc là ça, mais en fait tu sais, c'est juste qu'il y a des sujets, ils sont viscéraux ou pas, c'est trop ça difficile, se voit, tu vois. Mais bref, et donc c'est une des chercheuses qui est beaucoup citée dans le livre de Lady Sapiens et donc Marilène Patoumatis. Et en fait, nous, encore une fois, pareil, on a dit, il y a des chercheurs qui disent ça et les hypothèses c'est ça. Et là, vous nous faites dire qu'on a dit que c'était la vérité sûre. Et c'est pas ça qu'on a dit. Et c'est la même chose pour Lady Sapiens. C'est regardez, ça pourrait être ça parce que nanana. Mais j'ai pas d'autre choix que. Enfin, tu vois, Enfin voilà, oui, en effet, je choisis de vous présenter ça, mais je vous ai dit, c'est ce que disent tels chercheurs. Enfin, tu vois, j'ai pas dit, ça c'est la vérité, c'est sûr. Donc attention, en fait, c'est pas... Enfin bref, mais c'est une hypothèse. En effet, je dis, c'est une hypothèse que je trouve intéressante parce que, oui, c'est vrai, je décide de la mettre en lumière, celle-ci, et pas autre chose. Donc en effet, évidemment, il y a un choix et tout, mais personne n'a dit... Enfin, tu vois, c'est ça. Il y a un truc qui est souvent de demander, surtout en France, je dirais, c'est d'avoir tout le temps le contrebalan. D'avoir s'il y a la pensée commune, il faut que le contrebalan soit montré absolument, sinon c'est pas honnête. Parce que avec quoi je suis pas forcément d'accord tout le temps, mais et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus reproché.
C'est peut-être ça qui est le plus reproché, mais... en général, tu fais ce travail d'ajouter de la nuance et de dire, voilà. mais disons qu'il n'y a pas le même poids forcément qui est apporté. Oui, alors ça, c'est sûr. Et ce qui est normal. Ouais, bien sûr. Et puis, en effet, c'est un dessin animé, donc du coup, on est obligé de compresser parce qu'en fait, moi, je peux pas faire plus de 4-5 minutes d'animation et tout, donc il faut faire des choix. Et moi, j'essaye, mais bon, peut-être c'est pas réussi, je sais pas, tu vois, mais j'essaye de bien dire... c'est telle hypothèse qui est mise en avant dans cet épisode-là, avec les sources dedans, machin, enfin, tu vois, bon, bref. Moi, je trouve que tu le dis bien. Qu'on taxe ça de malhonnêteté, je comprends pas qu'éventuellement tu dises alors attention, peut-être qu'on devrait aussi parler de ça, ok, mais dire vous êtes des menteurs, vous voulez déformer pour là, et t'es là. Alors vraiment non, ça c'est pas ce qu'on a voulu faire en tout cas. On peut dire peut-être vous avez pas assez nuancé, why not, mais pas... tu vois, tout de suite, t'es taxé de malhonnêteté comme si t'avais volontairement voulu... Enfin bref, moi, ça, je m'en fous. Enfin, tu vois, je m'en fous que ça vienne bien du néolithique ou pas, le patriarcat. Tu vois, je m'en branle. Enfin, j'ai pas d'action dans le néolithique pour... tu vois ce que je veux dire. Donc bon, juste, je dis ça parce que ça me paraît intéressant, mais enfin bref. Mais la nuance, en fait, elle est aussi... un peu chiante parfois, tu vois, j'ai ma vidéo qui sort demain, mais qui sera sortie depuis des mois au moment où ce podcast sortira. C'est sur l'addiction au smartphone. Ouais. Et j'ai parlé à une chercheuse qui travaille en psychologie, et moi je m'attendais à ce qu'elle me dise c'est l'enfer, les effets cognitifs, etc., etc. Fait que je m'étais préparée à faire une vidéo un peu difficile. Puis elle m'a dit mais non, il y a beaucoup d'effets positifs en fait. C'est un biais. Dans l'addiction. Ouais. Non, pas dans le smartphone, parce que le terme addiction n'existe pas scientifiquement. Ouais. Ok. Donc, de toute façon, ils parlent jamais d'addiction, eux. Je savais pas que c'était pas un terme. Ouais, non, ça n'existe pas. Ils parlent d'usage problématique. Ok. Donc, tu peux avoir un usage problématique, mais juste être toute la journée sur ton smartphone, c'est pas forcément un C'est problème. pas forcément un problème. Et ça peut avoir des effets positifs. Et donc, toute la vidéo, c'est comme, on peut pas nier qu'il y a des effets négatifs, mais on peut pas nier qu'il y a des effets positifs. Conclusion. Ça dépend. Oui, voilà. Oui, on finit souvent comme ça. Mais du coup, la vidéo est super chiante, entre guillemets, parce que t'arrives et à la fin, c'est comme, bon. Ouais, mais c'est pas vraiment grave qu'on n'ait pas de... Enfin, c'est peut-être un truc de science dure de vouloir conclure, tu vois. Non, mais... Nous, on a l'habitude de faire... on sait pas, mais c'était intéressant d'y réfléchir. Mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est plus, je trouve que la problématique, elle est plus dans la transmission du message. C'est beaucoup plus facile de transmettre un message qui est tranché que de transmettre un message qui est nuancé. Donc c'est plus à ce niveau-là que... Oui, et c'est là où on va t'accuser d'avoir un parti pris et tout, alors qu'encore une fois, tu fais, non, regarde ce que j'ai vraiment dit. J'ai dit, voilà. Alors oui, peut-être que j'ai mis plus en avant ça que ça, d'accord. Mais je te l'ai pas donné pour vérité ou machin. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, oui. Des fois, on est sûr. Des fois, machin. Mais... Bref. Je vais juste finir avec une question du public. T'as travaillé avec des plus jeunes, hein? T'as fait des programmes pour... t'as été enseignante. Prof des écoles, c'est ça. Primaire, maternelle, mais il y a longtemps, ouais. Primaire et maternelle. Donc, on enseigne l'histoire aussi dans en maternelle, non, mais en primaire, ouais. En primaire, ouais. Vu que t'as vu les enfants, comment ils réagissaient, et que t'es vulgarisatrice aujourd'hui, il y a des passages de l'histoire qui sont un peu violents. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour les ajuster aux enfants? Ou est-ce qu'on doit les ajuster aux enfants? Non, oui, c'est la Shoah et tout, notamment, c'est enseigné depuis longtemps à l'école, et c'est hyper important, et c'est pas édulcoré, quoi. Enfin, c'est pas... Mais en tout cas, de mes souvenirs à moi, c'était pas assez édulcoré. Ouais, alors nous, quand on était jeunes, on était en plein dans... justement cette tendance historique en fait, en gros, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où c'est particulièrement c'est la mémoire douloureuse d'un événement, d'un trauma collectif et tout, donc c'est le rapport à l'enseignement et l'état à cet événement-là a beaucoup changé au fil du temps. Dans un premier temps, il y a eu un déni de ok, on était tous des résistants comme par hasard une fois qu'on s'est débarrassé du régime de Vichy et des nazis et tout. Et ensuite, petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Donc, c'est plutôt dans les années 80-90 que ça commence, où on dit, en fait, il faut qu'on... Enfin, avant, il y a déjà les trucs les mémoriaux pour surtout pas oublier, merci aux soldats, et il y a plein de gens qui sont morts, etc. Et ensuite, petit à petit, il y a eu reconnaître la responsabilité de la France dedans. Mais pour ça, en fait, il faut du recul, parce qu'il faut que les gens concernés, ils soient plus... au pouvoir, parce que sinon ils vont jamais reconnaître qu'ils ont participé. Enfin, tu vois, que ce soit des nouvelles générations de politiques, en gros, ils se mouillent pas à dire
oui, bon, c'est vrai, l'État français a participé à ça, même s'il y aura toujours d'ailleurs des négationnistes et des révisionnistes, malheureusement. Mais c'est Chirac c'est dans les années 90, je crois, son discours où il reconnaît pour la première fois officiellement que oui, l'État français a collaboré, où c'est dit par l'État et pas juste les gens ou les historiens. Et du coup, là, ça passe dans l'enseignement, ce truc de devoir de mémoire où il faut... Donc nous, en gros, on a grandi dans une période où il fallait que les enfants... ils se rappellent bien de ça pour que plus jamais les adultes de demain ils refassent ça, et avec des trucs des fois assez durs d'ailleurs, en mode... Une volonté de choquer quasiment. Ouais, voilà, il y a ça, tu sais, il y avait eu cette histoire de vouloir faire parrainer un enfant juif déporté par un enfant d'aujourd'hui et tout. Enfin, tu vois, c'est aussi très lourd et pas forcément d'ailleurs efficace ou... Enfin bref, donc ça y avait plein de trucs comme ça. Donc nous, on a été à l'école dans cette période-là aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même toujours très central. Mais je sais pas tellement comment c'est enseigné au collège. Je l'ai pas eu. Moi, je me souviens d'en parler avec mes élèves. Tu vois, par exemple, j'avais trouvé un outil pour rentrer dedans, parce qu'évidemment, c'est dur. Hein. Genre, je leur ai pas montré Nuée et brouillard, que c'est le documentaire où tu vois... Enfin, on a été beaucoup à être traumatisés au collège avec ça, parce que... il est trop important, ce documentaire, parce qu'il montre des images des camps et tout. Mais du coup, c'est très dur. Je me souviens, j'ai des images de... ces charniers avec le bulldozer qui passe au milieu de corps et des corps, comme si c'était plus du tout des êtres humains, mais vraiment, tu vois, je sais pas, un truc organique, mais tu vois, des gens extrêmement maigres. Et en fait, tu mets du temps à comprendre que ce bulldozer, il est en train de passer au milieu de corps. Enfin, c'est des images horribles comme ça où on te montre, ça, c'est du savon fait avec de la graisse de juif et tout. Enfin, tu vois, c'est horriblissime, mais super important. Mais du coup, moi, j'ai pas montré des trucs comme ça en primaire parce que quand même, c'est hardcore. Mais je leur avais fait travailler en leur expliquant ce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Je leur avais fait travailler sur des extraits de Maus, la BD qui raconte, tu sais, avec les souris et les chats. Tu vois ou pas? C'est un grand classique. Ça a été fait par le fils d'un gars qui était juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens plus s'il a été déporté ou pas. Mais bref, en gros, c'est un mec de génération d'après qui a fait une bande dessinée pour raconter ça, où les personnages, les juifs, c'est des souris et les nazis, c'est des chats. Si je me souviens bien. Donc, tu sais, c'est un peu la ligne un peu Disney, mais pas... Enfin, comment dire, les premiers Disney, tu sais, un peu cartoon, voilà, mais ça parle de... Enfin, il y a un contraste entre la ligne claire, un peu de la bande dessinée, et le sujet très, très violent. Et du coup, je leur avais sélectionné certains passages qui parlaient de ça, notamment des passages où les souris, elles se cachent, ou machin, mais pas les plus gore non plus, parce que bon, voilà, c'est des petits, donc c'est quand même... C'est difficile et tout, mais donc tu trouves des supports autres et tout, mais c'est quand même super important moi je pense. Donc toujours... tu t'en parles, mais tu l'enrobes. Tu l'enrobes de choses plus douces. Je sais pas si c'est le mot enrober, parce que il n'est pas question de diminuer déjà on n'est pas forcément obligé de montrer des images qui vont te laisser une marque traumatisante et tout, mais déjà on parle avec des mots et tout, expliquer ça et peut-être commencer tôt pour au fur et à mesure pouvoir intégrer le truc, mais bon, c'est quand même super important qu'on en parle vite, parce que oui, c'est ça que les humains ils ont fait, quoi. Donc c'est super important. Après, je suis pas... moi je me souviens d'utiliser ce support-là et pas tous les passages de la BD, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop gore et tout, et d'avoir les enfants déjà genre bah oui, mais bon, c'est ça qui s'est passé, quoi. Ils avaient quel âge? Là, je me souviens, c'était avec des CM2, j'avais fait ça, donc c'est les plus grands de l'école primaire. Ok. Et parce que aussi, je sais plus à quel moment c'est inscrit dans le programme, tu vois, ça doit pas être dans le programme de CP, ça, tu vois. Où déjà, en plus, il faut des notions un peu compliquées pour comprendre, ne serait-ce que comprendre qu'il y a des peuples et tout. Quand t'as 6 ans, ça a pas de sens, tu vois. Non, bien sûr. Moi, c'était un CM2 aussi, mon souvenir le plus fort de ça, c'est un CM2, on nous avait fait passer une vidéo, puis moi, les souvenirs que j'ai, c'est des témoignages de rescapés. Ouais. Donc peut-être que c'était dans ce film-là. On était une génération aussi où il y avait encore plein de témoins qui pouvaient venir raconter. Et oui, il n'y en a plus maintenant. Donc moi, c'était des témoignages que j'avais vus, puis je me souviens que ça m'avait marqué. Je sais plus pourquoi, mais ça m'avait marqué. Ouais, mais parce que, en fait, forcément, quand on te raconte ça, et que t'étais un petit enfant tout mignon, et que tu savais pas que l'humain était aussi horrible, évidemment que ça te marque. Mais bon, c'est super important, mais t'es bien obligé de... Enfin, je sais pas comment dire, tu peux pas... direct, je pense que tu fais avec déjà ce qui est marqué dans les programmes, l'État a choisi pour toi à quel moment on en parlait, donc c'est dans les programmes ou non de telle tranche d'âge,
Et ensuite, je pense que oui, les profs, ils adaptent à, bon, est-ce que ça, c'est trop gore à montrer ou non? Est-ce que j'en parle d'une autre façon? Mais il s'agit pas d'édulcorer, tu vois. Ouais, je comprends. Il faut dire que c'est peut-être plus l'aborder de façon douce. Ouais, voilà. Tout en arrivant quand même au... Oui, je sais pas si... Enfin, il y a des choses qui sont pas montrées. Enfin, c'est comme... On va parler de sexualité, c'est important, mais on va pas montrer un porno aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà, quoi. Faut que ça soit adapté. Voilà, quoi. C'est une belle analogie. Ouais, c'est ça. En gros, c'est... Si, il faut en parler et tout pour plein de raisons, mais on peut pas... Il y a des trucs qu'on peut pas montrer comme ça, là, tel quel, tu vois. C'est trop pour les enfants. C'était le podcast Un si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour une discussion autour de la création d'un magazine de sciences pour enfants. Bye.